fait, surtout si tu enregistres et que tu analyses un peu ce que tu fais, tu vois bien, en fait, où est-ce que ça marche, où est-ce que ça marche pas, où est-ce que c'est trop long, où est-ce que c'est trop court. Donc, tu vois, nous, des fois, on fait au feeling, tu vas faire une intro, par exemple, qui va durer 16 mesures. Tu vas sentir ça long en tant que musicien, parce que c'est 16 mesures où tu fais tourner le même truc. Ouais. Mais en fait, pour le public, c'est le total. Il en faut plus que quadruple, c'est ça. Donc, ça se règle avec les gens. Et de notre côté, nous, je pense qu'on a vraiment commencé à faire une rediffusion à partir du moment où on s'est libéré de cette idée de faire fusionner nos différentes influences. Parce que c'est vrai qu'aussi, ce qui a fait le melting pot dont tu parles, c'est le fait que chacun venait d'une école musicale différente. Il y avait des rockers, il y avait des mecs qui avaient fait du punk, il y avait des jazzeux, il y avait des mecs qui avaient étudié la musique d'autrement, comme moi par exemple. Et donc il fallait que tout le monde ait sa place là-dedans. Et ben, tu le fais avec plus ou moins de succès au départ, parce que tu sais pas exactement comment placer des trucs, puis petit à petit, mais moi j'ai une question, pardon, non, je sais Ouais. pas, elle est pas difficile. Non. Mais c'était naturel au début de chanter justement l'armée. Oui. C'était un choix assumé. C'était un choix assumé, et c'était même un choix assumé de mélanger les langues dans les mêmes morceaux. Donc, moi j'ai toujours aimé faire ça parce que ben, c'est pareil, c'est une forme de liberté, je pense, que de ne pas se cantonner à une seule langue. Tu vois, il y a des gens qui chantent en anglais mais qui poussent des cris en espagnol, parfois ça arrive. Hein, oui, bien sûr. C'est pas gênant, je trouve même que finalement, ça peut être un facteur de rapprochement, en fait, parce que je sais par exemple qu'il y a eu plein de fois dans les concerts où par exemple un Français vient me voir, mort de rire, il me dit lui il m'a traduit tel passage et je savais pas que tu disais ça. Tu vois, parce que voilà, quand tu comprends pas tout, mais fois, ça se pousse à aller vers l'autre. C'est là où je voulais en venir. Vous qui étiez un groupe basé en France, justement, est-ce que tu n'as pas vu ça comme une barrière de langage? Ouais. Pas moi, j'ai pas vu ça. Moi, c'était plutôt bien reçu par le public. Par contre, là où je l'ai ressenti, c'est dans les radios. D'accord. Voilà, je l'ai ressenti dans les prods, parce qu'on me demandait de faire de la chanson en français, enfin, qui est des titres, comme ils disent, des titres phares, en français classique. Voilà. Genre le Verrien. Ou alors le Verrien, Ombrelle, où tu vois, il fallait un truc, il fallait des trucs en français pour que ça passe en radio, parce qu'il y avait une sorte de quota radio à l'époque, je sais même pas si ça existe encore, où il fallait qu'il passe absolument un certain pourcentage de chansons françaises, ou en tout cas d'expressions françaises. Oui, les quotas, oui. Voilà, le quota. Voilà, l'histoire de quota. Donc, moi, le quota, j'ai trouvé ça un peu absurde, quoi. Et rebondis sur ça, donc Ombrelle, tu vas me dire que tu l'as écrit exprès pour passer à la radio? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Je l'ai écrit pas exprès déjà. Vas-y, raconte. Mais en fait, je rentrais à pied avec un vieux pote que j'ai perdu de vue, qui s'appelle Farid, qui était flic à l'époque. C'est vrai. Et en fait, on était dans un bar, en tout cas, on a passé la soirée en ville, à Grenoble, où là, le tram s'est arrêté vers 1h du matin. Et on est rentré à pied. Et moi, j'avais, dans la tête, j'avais cette mélodie, celle du refrain de... Ouais, la mélodie. Et on est passé devant un salon de coiffure pour dames, et j'ai mis ça comme ça, en fait, en voyant le truc, tu vois. Ok. Et après, on a chanté ça, on a rigolé, ça nous a fait rire.